Le 25 juin 2009, à 12h21, Michael Jackson, l'artiste le plus célèbre du monde, a été déclaré mort dans un hôpital de Los Angeles. Il avait 50 ans. Il était à 2 semaines du début de la plus grande tournée de sa carrière. Et la dernière personne à l'avoir vu vivant, la seule personne présente au moment critique, était Conrad Murray, un cardiologue criblé de dettes qui lui administrait chaque nuit un anesthésique chirurgical dans sa chambre à coucher. Conrad Murray est né à Grenade et a exercé comme cardiologue entre Las Vegas, Houston et Los Angeles. En 2009, sa situation financière est désastreuse. Dettes importantes, pensions alimentaires en retard pour plusieurs femmes, saisies immobilières en cours, cabinets en difficulté. C'est dans ce contexte qu'il reçoit la proposition de Michael Jackson qui prépare sa tournée This Is It, 50 concerts à Londres et cherche un médecin personnel. L'offre 150 000 $ par mois. Jackson souffrait d'insomnie chronique et sévère. Les nuits sans sommeil s'accumulaient, aggravées par la pression colossale de la tournée. Il avait essayé les somnifères classiques, rien ne fonctionnait. Ce qu'il voulait, c'était du propofol, un puissant anesthésique chirurgical, le même utilisé pour endormir les patients avant les opérations. Jackson l'appelait son lait. Ce médicament ne doit être administré qu'en milieu hospitalier, avec un équipement de monitoring complet et du personnel formé à la réanimation. Murray, aveuglé par le salaire et l'attraction gravitationnelle de son patient, a dit oui. Nuit après nuit, Murray installait une perfusion dans la chambre à coucher de Jackson, transformant une pièce luxueuse en salle d'opération de fortune, sans moniteur cardiaque adéquat, sans oxymètre à alarme, sans équipement de réanimation adapté. Il surveillait Jackson avec un simple lecteur de pouls au doigt. Pour 150 000 $ par mois, il jouait à la roulette russe avec la vie du King of Pop. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2009, Jackson est épuisé après une longue répétition mais ne peut pas dormir. Murray lui administre successivement plusieurs sédatifs, Valium, Ativan, Versed, sans résultat. Vers 10h40 du matin, à la demande insistante de Jackson, il lui injecte 25 mg de propofol. Ce qui se passe ensuite est au cœur de l'affaire. Murray affirme avoir quitté la pièce 2 minutes pour aller aux toilettes, mais les relevés téléphoniques racontent une autre histoire. Pendant au moins 45 minutes, il a passé des appels, envoyé des SMS et des emails, dont une conversation avec sa petite amie et un appel à son cabinet médical. Il a laissé Michael Jackson seul, sous anesthésique, sans surveillance sérieuse. Quand Murray a finalement levé les yeux de son téléphone, Jackson ne respirait plus. Ce qui suit révèle non pas un médecin qui réagit à une urgence, mais un homme qui cherche avant tout à se protéger. Avant d'appeler les secours, Murray passe de précieuses minutes à dissimuler des flacons, à ranger les produits anesthésiques. Le massage cardiaque qu'il pratique sur le matelas moelleux du lit est médicalement inefficace. Toute formation de base stipule qu'il faut une surface dure. Les secours ne sont appelés que 25 minutes après qu'il a constaté l'arrêt respiratoire. Quand les ambulanciers arrivent, Murray leur dit n'avoir administré que du lorazépam. Il ne mentionne pas le propofol. À l'hôpital, il continue à mentir. Le procès de Murray, en 2011, devient un spectacle mondial. Les procureurs dépeignent un médecin avide et imprudent qui a violé tous les principes fondamentaux de sa profession pour de l'argent. La défense soutient que Jackson s'est lui-même administré une dose supplémentaire pendant que Murray était hors de la pièce. Le 7 novembre 2011, Murray est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison. En raison de la surpopulation carcérale, il n'en purge que 2, étant libéré le 28 octobre 2013. Ses licences médicales sont révoquées au Texas, suspendues en Californie et au Nevada. Mais Murray est retourné à Trinité et Tobago, où il détenait toujours une licence valide. En 2023, selon des informations publiquement rapportées, il a ouvert le DCM Medical Institute à San Juan, Trinité, où il continue à voir des patients. Il n'a jamais accepté sa responsabilité dans la mort de Jackson. Il affirme que l'artiste s'est accidentellement tué lui-même et qu'il a servi de bouc émissaire. Il a même publié un livre exposant sa version des faits. Les faits, eux, demeurent. Conrad Murray a transformé une chambre à coucher en salle d'opération de fortune, a abandonné son patient sous anesthésique dangereux, a dissimulé des preuves pendant que cet homme mourait, puis a menti au secours. Il est libre. Et selon les informations disponibles, il exerce toujours la médecine.
Il avait plus de 3000 patients. Il les connaissait par prénom, par leur histoire, par leurs photos de petits-enfants posés sur la cheminée. Dans la petite ville de Hyde, en Greater Manchester, Harold Shipman n'était pas simplement un médecin, il était une institution. On lui ouvrait la porte en souriant, on lui préparait du thé, on lui confiait ses peurs les plus intimes. Et c'est précisément pour ça qu'il a pu tuer pendant 20 ans sans que personne ne le voie vraiment. Harold Frederick Shipman est né en 1946 à Nottingham. Enfant studieux, proche de sa mère, il a vécu à 17 ans une expérience qui prendra une signification glaçante des décennies plus tard. Il a regardé les médecins administrer de la morphine à sa mère mourante pour soulager ses derniers jours. La façon dont la douleur peut disparaître en quelques secondes grâce à une seringue, il n'oubliera jamais ce moment. Devenu médecin généraliste, Shipman s'est installé à Hyde où sa réputation a grandi affaire après affaire, visite à domicile après visite à domicile. Il était le médecin old school qui se déplaçait encore, qui prenait le temps, qui connaissait les familles sur plusieurs générations. Ce que personne ne savait, c'est qu'un signal d'alarme majeur avait déjà failli briser cette carrière bien plus tôt. En 1976, Shipman avait été reconnu coupable de falsification d'ordonnance pour se procurer de la pétidine, un opioïde puissant pour son propre usage. Le General Medical Council lui avait retiré temporairement le droit de prescrire des substances contrôlées avant de l'autoriser à reprendre l'exercice après rééducation. Une décision qui allait coûter des centaines de vies. Sa méthode était d'une simplicité terrifiante. Il visitait ses patients âgés, majoritairement des femmes vivant seules, pour des contrôles de routine, dans leur salon, entourés de leurs affaires, de leurs souvenirs, de l'odeur familière de leur propre maison. Il leur injectait des doses massives de diamorphine, de l'héroïne médicale. Elles s'endormaient, elles ne se réveillaient pas. Shipman signait ensuite lui-même le certificat de décès, attribuant la mort à une cause naturelle, une crise cardiaque, un AVC. Tout semblait en ordre. Il était leur médecin depuis des années. Qui aurait osé douter? Les premiers soupçons sérieux ont émergé d'un endroit inattendu, les pompes funèbres locales. Un entrepreneur de pompes funèbres a remarqué que les patients de Shipman mouraient à un taux anormalement élevé et qu'ils étaient systématiquement retrouvés assis dans leur fauteuil entièrement habillés, comme s'ils avaient simplement cessé de vivre au milieu d'une conversation. Des préoccupations ont été soulevées, des vérifications ont été effectuées et elles n'ont abouti à rien. Shipman était trop respecté, trop intégré. L'idée même qu'il puisse être un meurtrier semblait absurde. Sa chute est venue d'un acte de cupidité stupéfiant. En 1998, après avoir tué Kathleen Grundy, ancienne maire de Hyde âgée de 81 ans, Shipman a falsifié son testament pour se désigner unique bénéficiaire de sa succession. La falsification était si grossière, si maladroite, que la fille de Kathleen, avocate, a immédiatement compris que quelque chose ne tournait pas rond. Elle a contacté la police, le corps a été exhumé, le rapport toxicologique a révélé des niveaux létaux de morphine. L'enquête qui a suivi a mis en lumière une horreur étalée sur des décennies. Corps après corps ont été exhumés. Chaque autopsie révélait la même chose, des doses massives de morphine chez des patients qui n'en avaient aucune nécessité médicale. Shipman stockait la drogue depuis des années en la prescrivant à des patients qui ne la recevaient jamais, constituant patiemment son arsenal. Lors de son procès en 1999 à 2000, Shipman n'a montré aucune émotion, aucun remords. Il a clamé son innocence jusqu'au bout. Il a été reconnu coupable du meurtre de 15 patients et condamné à la prison à vie. L'enquête publique officielle qui a suivi a établi qu'il avait tué au moins 215 personnes, le chiffre réel étant estimé à 260. Ce n'était pas une frénésie, c'était méthodique, patient. Étalé sur des années, une seringue à la fois. Le 13 janvier 2004, la veille de son 58e anniversaire, Harold Shipman s'est pendu dans sa cellule à la prison de Wakefield. Il a emporté ses secrets dans la tombe sans jamais expliquer pourquoi. Le complexe de Dieu, la conviction d'abréger des souffrances, le simple plaisir du pouvoir absolu sur la vie et la mort, nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que pendant 20 ans, le médecin le plus meurtrier de l'histoire britannique moderne opérait à visage découvert, protégé par la confiance aveugle que ses victimes lui accordaient, la même confiance qui les avait conduits à lui ouvrir leurs portes.
En 2010, des agents fédéraux se sont rendus à la Women's Medical Society de West Philadelphia. Ils n'étaient pas là pour ça, ils cherchèrent des preuves de trafic illégal de médicaments sur ordonnance. Ce qu'ils ont trouvé à la place les a laissés sans voix. L'odeur en entrant, les sols tachés, les instruments chirurgicaux rouillés, les chats qui se promenaient librement dans les couloirs. Et dans les réfrigérateurs et congélateurs, les restes de 47 fœtus conservés dans des pots de nourriture pour animaux, des bidons de lait, des sacs plastiques, des rangées de bocaux alignés sur des étagères comme des trophées. Pendant 30 ans, personne n'avait inspecté cet endroit. Kermit Gosnell est né le 9 février 1941 à Philadelphie, fils unique. Il a suivi des études de médecine au Thomas Jefferson University Medical School et obtenu sa licence pour exercer en Pennsylvanie. Pendant des décennies, il s'est présenté comme un défenseur des femmes pauvres de West Philadelphia, offrant des soins de santé reproductive à celles qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Sa clinique était un service, disait-il, une nécessité dans un quartier défavorisé. C'était aussi une façade. Derrière la porte de la Women's Medical Society, selon les conclusions de l'enquête et du procès, Gosnell pratiquait des avortements tardifs illégaux sur des femmes enceintes de 24, 30, voire 35 semaines, bien au-delà de la limite légale en Pennsylvanie. Les patientes qui venaient le voir étaient souvent désespérées, pauvres, sans autre recours. Il exploitait cette vulnérabilité de façon systématique. La clinique opérait sans les licences requises. Le personnel était non qualifié, incluant, selon les documents judiciaires, une lycéenne de 15 ans qui administrait l'anesthésie. 2 femmes sont mortes directement sous les soins de Gosnell. Karnamaya Mongar, réfugiée de 41 ans, est décédée d'une surdose d'anesthésique administrée par du personnel non formé. Quand elle est entrée en arrêt cardiaque, le défibrillateur de la clinique était hors service. Personne ne savait pratiquer les gestes de premier secours. Gosnell a tardé à appeler les secours. Semika Shaw, 22 ans, est décédée après que Gosnell, selon l'accusation, a perforé son utérus. Des dizaines d'autres femmes ont survécu avec des séquelles graves, perforation d'organes, infections sévères, blessures permanentes. Des plaintes avaient été déposées, d'anciens patients avaient signalé des blessures, d'autres médecins avaient exprimé des préoccupations. Des alertes répétées avaient été transmises aux autorités sanitaires de Pennsylvanie. Mais le Pennsylvania Department of Health avait décidé, pour des raisons documentées comme politiques, de cesser d'inspecter les cliniques pratiquant des avortements. Gosnell a pu opérer, selon les termes même utilisés lors du procès, sa maison des horreurs avec une totale impunité pendant 30 ans. Lors de son procès en 2013, les témoignages étaient d'une gravité telle que plusieurs journalistes ont d'abord évité de couvrir l'audience, suscitant des critiques sur les choix éditoriaux des médias. Gosnell a été reconnu coupable de 3 chefs de meurtre au premier degré pour des nourrissons nés vivants, d'homicide involontaire pour la mort de Karnamaya Mongar et de centaines de violations de la législation sur les avortements en Pennsylvanie. Pour éviter la peine de mort, Gosnell a renoncé à son droit d'appel. Il avait été condamné à 3 peines consécutives de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine à SCI Huntingdon en Pennsylvanie. L'affaire Gosnell a conduit à des changements significatifs dans la réglementation et la surveillance des cliniques médicales en Pennsylvanie. Mais les questions plus profondes persistent. Comment une telle situation a-t-elle pu durer 30 ans? Combien d'autres établissements fonctionnent sans surveillance adéquate? Combien d'autres personnes vulnérables sont exploitées par ceux qui prétendent les aider? La clinique est fermée. Les failles systémiques qui lui ont permis d'exister aussi longtemps, elles, n'ont pas toutes disparu. Et c'est peut-être ça, le détail le plus troublant de toute l'affaire. Il avait attendu 7 ans. 7 ans à ruminer, à rejouer dans sa tête le moment où on lui avait dit qu'il n'était pas à la hauteur. 7 ans à accumuler une rage qui, de l'extérieur, ressemblait à une vie qui continuait, un appartement, un travail, une routine. Mais en 2008, Anthony Garcia est monté dans sa voiture, a conduit depuis la Louisiane jusqu'à Omaha dans le Nebraska et a tué un enfant de 11 ans et une femme de 57 ans qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui le rongeait. C'était juste qu'ils étaient là. Et le médecin pour qui il venait n'était pas chez lui. Né en 1973 à Los Angeles, Garcia semblait destiné à une carrière médicale solide. Il a obtenu son diplôme de médecine à l'université de l'Utah en 1999, mais les failles apparaissent presque immédiatement.
6 mois à peine après le début de son premier poste en résidence à New York, il est contraint à la démission pour conduite non professionnelle et inappropriée. Il rejoint ensuite le département de pathologie de Creighton University Medical Center à Omaha. C'est là que tout bascule pour lui. Sa professeure, le docteur Chanda Bhutra, le décrira plus tard comme le pire résident en 40 ans d'enseignement, connaissances insuffisantes, absence d'initiative, attitude hostile. En 2001, le directeur du programme, le docteur William Hunter et son collègue le docteur Roger Brumbach mettent fin à la résidence de Garcia. Pour eux, c'est une décision administrative parmi d'autres. Ils ne savent pas qu'ils viennent de s'inscrire sur une liste. Garcia ne parvient jamais à obtenir de poste médical stable. Les licences lui sont refusées les unes après les autres. Sa carrière s'effondre, mais plutôt que d'assumer sa part de responsabilité dans cet échec, il construit une narrative dans laquelle Hunter et Brumbach ont délibérément détruit sa vie. La rancœur se cristallise, puis elle se transforme en quelque chose de plus froid, de plus méthodique. Le 13 mars 2008, Garcia se rend à Omaha en prenant soin d'éviter toute détection. Il s'introduit au domicile du docteur Hunter, mais Hunter n'est pas là. Il ne trouve que Thomas Hunter, 11 ans, et Shirley Sherman, 57 ans, la gouvernante. Garcia les tue tous les deux innocents, victimes de substitution d'une vengeance qui ne les concernait en rien. L'enquête policière se retrouve face à un double meurtre sans mobile apparent. Les enquêteurs collectent des éléments, mais ne trouvent aucune piste solide. L'affaire refroidit. Garcia rentre en Louisiane et il vit normalement pendant 5 ans comme si rien ne s'était passé. Sa rage, elle, n'est pas apaisée. En mai 2013, le jour de la fête des mères, il revient à Omaha. Cette fois, il se rend au domicile du docteur Roger Brumbach et de sa femme Mary. Ils sont présents. Garcia les tue tous les deux, tentant une fois encore de maquiller la scène en cambriolage. Cette fois, les enquêteurs font le lien. 2 attaques contre des familles liées au département de pathologie de Creighton à 5 ans d'intervalle. La hypothèse de la coïncidence s'effondre. Il dresse la liste de tous les résidents renvoyés du programme. Le nom de Garcia remonte immédiatement. La police retrace ses déplacements et établit sa présence à Omaha lors des 2 crimes. Le 15 juillet 2013, il est arrêté en Illinois lors d'un contrôle routier. Dans sa voiture, un pistolet calibre 45 chargé et 50 cartouches. Il était peut-être en route pour une 3e cible. Lors de son procès en 2016, les preuves circonstancielles sont accablantes. Garcia est reconnu coupable de 4 chefs de meurtre au premier degré et de 5 autres crimes. Durant la phase de détermination de la peine, des témoins ont rapporté qu'il semblait dormir pendant que les familles des victimes décrivaient leur dévastation. Le 26 octobre 2018, Anthony Garcia a été condamné à mort par un tribunal à 3 juges. Dans un détail d'une ironie sombre, l'un des juges a brièvement perdu connaissance lors du prononcé de la sentence, victime d'un malaise médical dans le procès d'un médecin devenu tueur. En 2025, Garcia attend l'exécution à Tecumseh State Correctional Institution, dans le Nebraska. Ses appels ont été rejetés à plusieurs reprises, dont en décembre 2024. Il continue de clamer un vice de procédure et des problèmes de santé mentale. Les tribunaux n'ont trouvé aucun mérite à ces arguments. 4 innocents sont morts parce qu'un homme n'a pas pu accepter qu'il ait échoué. C'est la définition la plus froide d'un ego incontrôlable. Les bébés mouraient pendant ces gardes. Les statistiques étaient impossibles à ignorer. Les patients du service de soins intensifs pédiatriques de Bexar County Hospital à San Antonio avaient 10 fois plus de risques de mourir quand Jenen Jones était en service. 10 fois. Les infirmières avaient un nom pour ça, elles appelaient ça le quart de la mort, et pourtant, pendant des années, personne n'a rien fait. On a laissé Jenen Jones seul avec des nourrissons. Né le 13 juillet 1950, Jones a connu une enfance difficile et semble avoir trouvé dans les soins infirmiers quelque chose qui ressemble à une vocation. Elle commence à travailler dans l'unité de soins intensifs pédiatriques de Bexar County Hospital en 1978.
Presque immédiatement, quelque chose d'anormal se produit dans le service. Des bébés qui se rétablissaient bien entrent soudainement en arrêt cardiaque. Des patients stables cessent de respirer sans explication. Chaque fois, Jones est là, réactive, investie, émotionnellement présente dans la tentative de réanimation. Elle adore la crise, elle adore être au centre de la crise. Sa méthode de prédilection est la succinylcholine, un agent paralytique puissant qui bloque toute fonction musculaire, y compris la respiration. Selon les conclusions de l'enquête, elle injectait ce produit dans les perfusions des nourrissons, puis se précipitait dans la chambre au moment où l'enfant entrait en détresse, jouant le rôle de l'infirmière dévouée qui se bat pour sauver une vie. Elle utilisait aussi, selon les enquêteurs, la digoxine pour provoquer des problèmes cardiaques et l'héparine pour déclencher des hémorragies internes. Parfois, elle sauvait ses victimes et récoltait les éloges. Souvent, elle mourait. L'administration de l'hôpital savait. Les chiffres étaient là, flagrants. Mais plutôt que d'alerter les autorités ou d'ouvrir une enquête criminelle, les responsables ont simplement demandé discrètement à tous les infirmiers auxiliaires diplômés du service, dont Jones, de démissionner. Aucune investigation, aucun signalement. Ils ont poussé le problème hors de leur porte, laissant une tueuse en série trouver de nouvelles victimes ailleurs. Jones rejoint la petite clinique pédiatrique que le docteur Kathleen Holland vient d'ouvrir à Kerrville, Texas. En moins d'un mois, 8 enfants venus pour des actes de routine vivent des urgences engageant leur pronostic vital. Le cas le plus dévastateur est celui de Chelsea McClellan, 15 mois, venue pour ses vaccinations habituelles. Selon les documents judiciaires, Jones lui administre des injections de succinylcholine. Le cœur de la fillette s'arrête. C'est la mort de Chelsea qui provoque finalement la chute de Jones. Le docteur Holland découvre des marques de ponction sur un flacon de succinylcholine qui n'avait aucune utilisation légitime dans sa clinique. Elle va immédiatement à la police. Quand les enquêteurs reconstituent le passé de Jones, ils retrouvent la longue trace de mort qu'elle a laissée à travers le Texas. En 1984, Jones est condamné pour le meurtre de Chelsea McClellan et condamnée à 99 ans de prison. Elle reçoit une peine concurrente de 60 ans pour la tentative d'homicide sur un autre enfant, Rolando Santos. Mais une loi texane sur la surpopulation carcérale l'aurait rendu éligible à une libération automatique en 2018, après avoir purgé un tiers de sa peine. La perspective que Jones soit un jour libre horrifie les procureurs et les familles des victimes. En 2017, elle est inculpée pour 5 meurtres supplémentaires commis pendant sa période à Bexar County Hospital. En janvier 2020, Jones plaide coupable du meurtre de Joshua Sawyer, 11 mois, et condamnée à la prison à vie. Elle ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant environ 2037, à l'âge de 87 ans. Jenen Jones n'a jamais exprimé de remords sincères. Elle n'a jamais vraiment expliqué ses actes. Les psychologues estiment qu'elle souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, créer des urgences médicales pour obtenir l'attention et les louanges qui en découlaient. Mais cette explication clinique ne console pas les familles. Des parents qui lui avaient confié ce qu'ils avaient de plus précieux et qui ont perdu leurs enfants au profit d'une femme qui ne voyait pas des patients à protéger, mais des instruments pour nourrir son ego. Ce n'est pas une erreur médicale, ce n'est pas une négligence, c'est une prédation calculée, commise là où personne ne pensait à regarder. 5 affaires, 5 profils différents. Un cardiologue, un médecin généraliste, une infirmière pédiatrique, un résident de pathologie, un obstétricien. Ce qui les relie n'est pas seulement la violence de leurs actes, c'est la confiance absolue que leurs victimes leur accordaient. Ces personnes n'étaient pas des inconnus dans une ruelle sombre. Elles portaient une blouse, un stéthoscope, un diplôme encadré sur le mur. Elles avaient un accès direct et intime à des individus qui ne se méfiaient pas. Et c'est précisément cet accès qu'elles ont utilisé. Ce que ces 5 affaires posent collectivement, c'est une question que le système médical préfère éviter. Combien de fois l'institution a-t-elle protégé ses membres plutôt que ses patients ? Dans chacune de ces histoires, il y a eu des signaux ignorés, des alertes étouffées, des dossiers fermés trop vite par peur du scandale ou de la remise en cause. Si cette vidéo vous a marqué, dites-le en commentaire. Quelle affaire vous a le plus troublé et pourquoi ? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et likez pour soutenir le travail documentaire. Et avant de partir, posez-vous cette question. Si la confiance aveugle est la principale vulnérabilité exploitée par ces tueurs, à quel moment arrêtons-nous d'en accorder sans condition ?